Il y a des choix que l'on fait sans vraiment réfléchir, simplement pour ne pas passer pour un lâche devant les autres. Et même si l'on pense agir avec courage, bien souvent, on se rend compte qu'on n'a été qu'un idiot ignorant ce dans quoi il s'aventurait. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais été quelqu'un qui croit aux fantômes ni aux histoires d'épouvante. Ou du moins, ce n'était pas le cas avant cette nuit-là. Dans le village où j'ai grandi, Saint-Aubin-sur-Loire, tout le monde connaît la légende du cimetière de la Colline Noire. Un vieux cimetière abandonné depuis plus de 3 décennies, après qu'un incendie ait réduit en cendres sa chapelle principale. Depuis, personne n'a plus jamais enterré ses morts là-bas. Certains racontent que la terre aurait été maudite ce jour-là. D'autres disent que le sol lui-même refuse d'accueillir de nouveaux corps. Pour être honnête, je n'avais jamais prêté la moindre attention à ces récits. Je pensais qu'il s'agissait d'histoires pour effrayer les enfants ou éloigner les curieux. Tout a basculé le soir où Damien m'a lancé un défi. On était assis sur le banc de la place du village, en train de boire une limonade, quand il a lancé l'idée comme si c'était anodin. « Je parie que tu n'oserais pas entrer dans le cimetière cette nuit », a-t-il dit en me fixant avec ce sourire malicieux de celui qui sait exactement où frapper pour piquer ton orgueil. J'ai ri, persuadé qu'il plaisantait, mais il a insisté. « Si tu es vraiment courageux, reste à l'intérieur pendant 15 minutes, seul. Et si tu tiens le coup, je t'offre une bouteille de Calvados de mon oncle. » Je n'en avais aucune envie. Pas parce que je croyais aux malédictions, mais il y avait quelque chose dans cette idée qui me mettait terriblement mal à l'aise. Comme si, au fond de moi, je savais que ce n'était pas une bonne idée. Pourtant, mon orgueil m'a poussé à accepter. Et je l'ai fait. Avant de continuer, si toi aussi tu es passionné par les récits d'horreur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Je te promets qu'ici, les histoires te feront frissonner. Cette nuit-là, alors que la lune ne se montrait même pas, Damien m'a conduit jusqu'à l'entrée du cimetière de la Colline Noire. Le chemin était un sentier poussiéreux, bordé de champs desséchés et d'arbres tordus. Le silence régnait. Pas même un grillon ne chantait. Il m'a tendu une lampe torche en me précisant qu'il m'attendrait dehors, chronomètre en main. Je me suis approché du portail en fer, à moitié entrouvert. Le vent le poussait doucement, le faisant grincer comme une plainte lointaine. J'ai posé ma paume dessus et l'ai poussé. Le grincement m'a glacé le sang. Dès que j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai senti une différence. Tu as déjà ressenti cette sensation où l'air devient si dense qu'on a du mal à respirer? C'est ce qui s'est produit. Un froid sec me transperçait les os, tandis qu'une odeur de terre mouillée, mêlée à celle du métal rouillé et de la décomposition, emplissait mes narines. Le sol était couvert d'herbes folles, et à chaque pas, le craquement de l'herbe sèche résonnait bien trop fort dans l'obscurité. J'ai continué d'avancer, les yeux rivés sur le chemin devant moi. Les pierres tombales, certaines fissurées et recouvertes de mousse, semblaient m'observer dans leur mutisme. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une ambiance sinistre, mais au fond, je savais que quelque chose clochait, terriblement. 5 minutes après être entré, j'ai eu la certitude de ne pas être seul. Je n'entendais rien de particulier, mais j'avais cette sensation, celle que quelqu'un me suivait, ou pire encore, que quelqu'un m'attendait déjà. Pourtant, ce n'était que le début. Ce que j'allais découvrir là-bas est quelque chose que je préférerais ne jamais avoir connu. On dit que le véritable silence n'est pas l'absence de son, mais cette impression que tout bruit a été absorbé par une force invisible. C'est ce que j'ai ressenti après avoir franchi le portail du cimetière. Chaque pas semblait se perdre dans un écho étouffé, comme si l'air absorbait le moindre son. Le craquement des herbes sous mes bottes était la seule chose qui manquera encore à la réalité. Ma lampe torche, pourtant neuve, vacillait de temps à autre, et plusieurs fois, j'ai eu envie de m'arrêter pour la vérifier. Mais une voix intérieure me soufflait que si je m'arrêtais, je ne repartirais pas. J'ai avancé encore de quelques mètres. Les tombes étaient de plus en plus anciennes à mesure que je m'enfonçais dans le cimetière. Nombre d'entre elles étaient rebrisées, comme si quelque chose les avait fracassées de l'intérieur. J'ai voulu croire que le temps, la pluie et l'abandon avaient fait leur œuvre. Mais au fond, je savais que cela n'expliquait pas tout. L'air devenait encore plus lourd. Ce n'était plus seulement le froid qui me glaçait le corps. C'était cette impression que le lieu tout entier pesait sur mes épaules. Je ressentais un frisson étrange dans la nuque. Ce genre d'alerte instinctive qui te crie que quelqu'un t'observe alors qu'il ne devrait y avoir personne. Je me suis retourné d'un coup sec, braquant la lampe vers le chemin derrière moi. Rien. Juste le portail rouillé qui grinçait paresseusement,
à plusieurs mètres de distance. J'ai pris une profonde inspiration pour essayer de me calmer, mais l'odeur ambiante rendait l'exercice presque impossible. C'était une senteur étouffante de terre humide, de métal oxydé et autre chose. Quelque chose de terriblement proche de la chair en putréfaction. J'ai avalé ma salive et forcé mes jambes à avancer. C'est alors que je l'ai entendu. Au début, j'ai cru que c'était le bruit de mes propres pas, mais quelque chose clochait. Le rythme ne correspondait pas au mien. À chaque fois que je m'arrêtais, le son continuait encore une fraction de seconde. C'étaient des pas, lents, lourds, et il semblait que la chose traînait quelque chose derrière elle. Je me suis retourné à nouveau, cette fois plus calmement, contrôlant ma respiration pour ne pas alerter ce qui se trouvait peut-être là. J'ai d'abord éclairé le sol, à la recherche d'empreintes, mais il n'y avait rien. J'ai relevé le faisceau vers les buissons desséchés et les arbres noueux. Rien non plus. Tout semblait figé, comme suspendu. Pourtant, les pas continuaient. Ils se rapprochaient. Leur rythme était irrégulier, comme si celui qui marchait était blessé, ou transportait un fardeau trop lourd pour avancer vite. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il couvre le bruit de mes propres pas. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas seul. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais pu retourner sur mes pas et quitter cet endroit. Mais je ne l'ai pas fait. Peut-être que la peur m'avait figé. Ou bien, quelque part au fond de moi, j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait au bout du chemin. J'ai repris une inspiration, resserré ma prise sur la lampe et poursuivi ma marche vers la chapelle que j'apercevais au loin. Une structure noircie par le feu et les années. Les ombres qui l'entouraient semblaient y être plus épaisses, comme si elles suivaient leur propre rythme. Et tandis que je progressais, je sentis distinctement une présence glisser derrière moi, toute proche, beaucoup trop. On dit qu'il existe des regards qu'on ressent avant même de les croiser, que l'instinct crie qu'on est épié, même si l'on ignore d'où ça vient. C'est ce qui m'est arrivé en me dirigeant vers la chapelle brûlée, au centre du cimetière. L'air devenait de plus en plus dense à chaque pas. C'était comme traverser une vapeur invisible qui m'écrasait la poitrine. J'avais l'impression que mes jambes pesaient 2 fois plus. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. À quelques mètres devant moi, juste à côté d'une tombe effondrée, se tenait une silhouette. J'ai cru d'abord à une statue, une forme de pierre rongée par le temps. Mais non, cette chose respirait. Sa poitrine se soulevait lentement, lourdement. Elle était voûtée, comme si sa colonne vertébrale pliait sous un fardeau, et portait un manteau gris, sale et déchiré, traînant sur le sol. Je n'ai pas vu son visage tout de suite, seulement cette silhouette dressée dans la faible lumière de ma lampe. Je suis resté figé. Je savais que si je bougeais, si j'émettais le moindre son, cette chose, quoi que ce soit, remarquerait ma présence. Mais ma main tremblait. La lumière de la lampe vacillait. C'est alors que l'homme au manteau gris a tourné la tête. Pas comme une personne ordinaire. Son mouvement était lent, comme si quelque chose craquait dans son cou. Et lorsqu'il a montré son visage, j'ai eu envie de fuir. Ses yeux étaient noirs, vides, sans la moindre lueur de vie. Sa peau ressemblait à du vieux papier, craquelé comme les pierres tombales usées du cimetière. Et sa bouche, entr'ouverte, laissant apparaître des dents longues, tachées, comme si elle n'avait jamais cessé de ronger quelque chose de pourri. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé. On s'est dévisagé, lui immobile, moi incapable de bouger. Puis, soudainement, l'homme a tourné la tête une nouvelle fois, cette fois en direction de la chapelle. Comme s'il avait entendu un son que je ne percevais pas. Il s'est redressé très lentement. Ses os craquaient comme du vieux bois. Et il a fait un pas vers l'entrée noircie de la chapelle. Ce fut à cet instant précis que le son emplit tout l'espace. Un coup sec, sourd, résonna dans l'air, comme le premier battement d'une cloche restée muette durant des années. Un son différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. Grave, lourdeau, puis un autre coup, et encore un autre. La cloche de la chapelle venait de se mettre à sonner, d'elle-même. Je connaissais la rumeur dans le village. Si un jour tu entends la cloche du cimetière de la Colline Noire, ne t'arrête pas, fuis. Mais moi, j'étais là, incapable de bouger, figé sur place, comme cloué au sol. L'homme au manteau gris avait disparu derrière la porte entr'ouverte de la chapelle, tandis que le bruit du métal frappant l'air résonnait encore, dans une cadence presque hypnotique. Je réalisais alors qu'inconsciemment, mes jambes avaient recommencé à avancer. Mes pieds avançaient d'eux-mêmes, guidés par une force que je ne comprenais pas. L'odeur devint insoutenable à mesure que je me rapprochais de l'entrée. Un mélange de fumée rance,
de bois calciné et de chair en décomposition. Pourtant, quelque chose à l'intérieur de moi me poussait à continuer. Et juste avant de franchir le seuil, j'ai entendu autre chose. Un murmure. Mon prénom. Quelqu'un, dans cette chapelle, m'appelait. J'ai hésité à franchir la porte. Une voix en moi me soufflait que si je faisais un pas de plus, il n'y aurait pas de retour possible. Mais le son de la cloche continuait. Lent, profond. Chaque battement semblait m'attirer un peu plus vers l'intérieur de cette chapelle calcinée. L'encadrement de la porte était noirci, couvert de suie, et le bois pourri craquait sous mes bottes. À l'intérieur, l'air était encore plus lourd. Il était chaud et collant, comme le souffle d'une bête à l'agonie. Mes pas résonnaient sur le plancher brûlé. Et alors, au cœur de cette obscurité, j'entendis mon prénom. Étienne. Ce fut à peine un souffle. Je me suis figé net, pivotant sur mes talons pour balayer la pièce de ma lampe torche. Personne. Les ombres dansaient sur les murs fissurés, mais aucune silhouette humaine ne se montrait. J'ai dégluti difficilement. J'ai même pensé que Damien m'avait suivi pour me jouer un tour, mais il m'avait promis d'attendre dehors. « Étienne, viens !» Cette fois, la voix était plus proche, plus nette, comme si elle se trouvait juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement, braquant la lumière. Rien. Mais l'air était plus chaud, et un souffle humide effleura ma nuque. Une respiration pesante, étouffante. Je n'avais plus d'illusions. Personne que je connaissais ne se trouvait dans cet endroit. Je me suis avancé vers ce qui restait de l'hôtel. Les bancs étaient réduits en cendres. Le toit s'était effondré depuis des années. Pourtant, au milieu des décombres, des bougies brûlaient encore. Une douzaine, à la cire encore chaude, illuminait un autel de fortune. Je m'en approchai, et ce que je vis me fit reculer d'un pas. Il y avait une photo, une image de moi, prise il y a seulement quelques jours, sur la place du village. Je l'ai reconnue immédiatement. Je portais la même chemise que ce soir-là. Sur la photo, au-dessus, quelqu'un avait inscrit maladroitement la date d'aujourd'hui. Et il l'avait fait avec une substance qui ressemblait à du sang séché. Un bruit derrière moi me tira de ma stupeur. C'était le grattement de quelque chose de pointu sur le bois, insistant, presque frénétique. Je me retournai et la lumière trembla dans ma main. Là, à nouveau, se trouvait l'homme au manteau gris. Accroupi, ses longues mains osseuses griffaient le sol, comme s'il cherchait à déterrer quelque chose. Sa respiration ressemblait à un grognement sourd. Ses gestes étaient désordonnés, saccadés. Puis soudain, il s'arrêta. Il resta immobile, quelques secondes, interminable. Puis il tourna la tête vers moi, et il sourit. Un sourire qui n'avait rien d'humain. À cet instant, j'ai su que je devais fuir, mais j'ai aussi compris que c'était déjà trop tard. Avant de te raconter la suite, laisse-moi t'inviter à cliquer sur l'icône de la lampe jaune et rester avec nous. Ici, nous explorons les mystères les plus dérangeants. Et cette histoire ne fait que commencer. Mon esprit cherchait désespérément une explication logique à ce que je voyais. Mais au fond, je savais déjà que rien n'était normal. J'étais là, dans une chapelle brûlée, face à des bougies fraîchement allumées, devant une photo de moi-même avec la date du jour, écrite dans ce qui n'était clairement pas de l'encre. Je me suis approché encore, malgré chaque fibre de mon être qui me criait de faire demi-tour et de fuir. La photo était fixée par 4 clous rouillés, un à chaque coin, plantés directement dans le bois calciné de cet autel improvisé. L'écriture était grossière, comme tracée avec des doigts plutôt qu'avec un stylo. Et le liquide qui formait la date était sec, mais encore collant. Ce n'était pas de l'encre, c'était du sang. L'odeur de fer rouillé flottait dans l'air. Il y avait autre chose. Cette photo, ce n'était pas moi qui l'avais prise. Quelqu'un m'avait suivi sans que je m'en rende compte, avait capturé cet instant sur la place et l'avait apporté ici. Alors que j'essayais de comprendre, un bruit râpeux me glaça le dos. Il venait du sol, juste derrière moi. Ce n'était pas le vent, ni le craquement du bois ancien. C'était le même bruit qu'avant, quelque chose grattant la surface. Je me suis retourné lentement, redoutant de déclencher une réaction pire encore. Il était là. L'homme au manteau gris, accroupi, ses ongles longs et noirs creusèrent le bois pourri comme s'il voulait déterrer un secret. Ses doigts décharnés arrachèrent des échardes, produisant un son sec, strident, insupportable. Sa respiration était irrégulière. On aurait dit un sifflement haché, entrecoupé de silence soudain, comme s'il s'éteignait par instants, avant de revenir à la vie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à le regarder. Mes jambes étaient raides, mes muscles figés. Puis il releva lentement la tête, et il me regarda.
Ses yeux noirs, vides, m'ont transpercé comme une lame glaciale. Et ce sourire, large, déformé, rempli de dents inégales, pointues, semblant prêtes à se planter les unes dans les autres. « Étienne », murmura-t-il d'une voix qui n'était pas humaine. C'était profond, mais métallique, grinçant, comme du fer rouillé qu'on tordrait brutalement. Je ne bougeais pas. Je voulais reculer, mais mes pieds semblaient scellés au sol. La lampe tremblait si fort que le faisceau oscillait sans cesse, éclairant par à coups le visage distordu de cette créature rampante. L'envie de crier me prit, d'appeler à l'aide. Mais qui aurait pu m'entendre? Damien était dehors, s'il était encore là. Une part de moi savait déjà qu'il n'y avait plus personne à l'extérieur. La cloche continuait de résonner au loin. Chaque battement semblait plus lourd, comme s'il appelait quelque chose, ou quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que je le vis. À terre, juste là où l'homme creusait, un trou s'était formé. Au fond, brillait un objet métallique, corrodé, couvert de terre noire. On aurait dit un médaillon. L'homme le saisit entre ses doigts longs et l'éleva contre sa poitrine, le serrant comme un trésor. Puis il releva à nouveau la tête, et dans son sourire dément, je compris qu'il m'offrait le même destin que le sien. Il fallait que je sorte. Mais comment? Le seuil était loin, et chaque pas vers l'arrière me coûtait toute ma force. J'ignorais que le pire restait à venir. Sans réfléchir, je me suis mis à courir. Mes jambes, tout à l'heure lourdes comme du plomb, obéirent à l'instinct le plus primitif, fuir. Je quittai la chapelle en titubant, poussant la porte calcinée de l'épaule. La cloche sonnait encore, et chaque coup semblait me poursuivre. La lampe bondissait dans ma main. Chaque pas soulevait un nuage de poussière sèche mêlée de cendres. L'air dehors n'était pas plus respirable. Même si je n'étais plus enfermé, cette oppression persistait sur mes épaules, comme une force invisible appuyée contre moi. J'ai cherché des yeux le chemin par lequel j'étais venu, mais le cimetière n'était plus le même. Les arbres tordus étaient plus épais, leurs branches s'entrelaçaient. Les tombes s'étaient multipliées, me cernaient. Le portail de fer, ma seule échappatoire, avait disparu. Je me suis retourné pour chercher un repère. C'est alors que je l'ai vu. D'abord 2 petits points lumineux, brillant dans l'obscurité à ma droite. J'ai cru à un reflet, mais non, il clignait. Puis une autre paire, plus loin, et encore une. En quelques secondes, des dizaines de ces points m'entouraient. Des yeux fixant chacun de mes mouvements. Certains étaient à hauteur de visage, d'autres au ras du sol, comme si des créatures basses rampaient entre les pierres tombales. Ma lampe vacilla encore, et un instant, j'ai cru qu'elle allait s'éteindre. La panique me fit appuyer de toutes mes forces sur le bouton. La lumière se stabilisa enfin, et là, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Parmi ses yeux, il y avait des formes, des silhouettes, certaines immenses, maigres à l'extrême, avec des membres trop longs et des mouvements inhumains. D'autres semblaient animales, mais leur imitation de l'humain était imparfaite, malhabile, comme si quelqu'un avait tenté de reproduire un corps sans comprendre ce qu'il faisait. Le chœur des murmures commença alors. Ce n'était pas une voix, ni 2, mais des dizaines. Des voix chuchotant à l'unisson, des mots que je ne comprenais pas. Une langue râpeuse, pleine de sons impossibles à prononcer. Cela ressemblait à des soupirs, à des pleurs étouffés, à une supplique sans fin. Je sentis ma poitrine se contracter. Je ne respirais presque plus. Mon cœur battait à tout rompre. Ma vue se brouillait. La peur m'envahissait. Il n'y avait aucune issue. Chaque direction était bloquée. Ces choses s'approchaient lentement, comme certaines de leur victoire. Puis, j'ai entendu à nouveau mon prénom. Étienne, mais cette fois, cela venait de ma droite, parmi les arbres tordus. Ce n'était pas n'importe quelle voix. C'était celle de Damien. Ma lampe pointa dans cette direction. Je vis sa silhouette. Il était là, immobile. « Viens, frère, tu n'es plus seul », dit-il en souriant. Mais cette expression, ce n'était pas lui. Il y avait quelque chose de faux. En voyant Damien, une part de moi voulut courir vers lui. C'était mon ami. Il venait m'aider. Mais son visage me fit hésiter. Ce n'était pas son expression habituelle. Son sourire, trop large. Ses lèvres étirées découvraient des dents longues, anormalement pointues, semblant trop grandes pour sa bouche. Ses yeux, noirs, insondables, sans le moindre éclat. « Viens », répéta-t-il. « Ici, tu es en sécurité. » Sa voix semblait familière, mais creuse,
comme si elle ne venait pas de sa gorge, mais d'un endroit plus profond, plus sombre. Un frisson me parcourut. Mes jambes refusèrent d'avancer, mais je réalisais que j'avais déjà fait un pas vers lui. Damian tendit la main. Son bras s'allongea plus qu'il n'aurait dû. Un angle impossible pour un squelette humain. Ses doigts longs semblaient des fils de fer, tendus, tremblant d'une énergie prête à éclater. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme si mes pieds s'enfonçaient dans le sol, ou pire, comme si la terre elle-même m'avalait. « Nous t'attendions, Étienne », murmura-t-il, avançant encore. Son sourire figé restait intact, grotesque. « Qui ça ?»« Nous », soufflai-je, glacé avant même d'entendre la réponse. « Tous, ceux qui gardent ce lieu, ceux qui sont venus avant toi, ceux qui viendront après. » Sa voix s'épaissit, rauque. « C'est le cycle. Ici, personne ne part jamais. » J'essayais de bouger les bras, de me libérer de cette force invisible. Peine perdue. Damien, ou ce qui usurpait son apparence, se pencha vers moi. Je sentis son souffle chaud et fétide sur mon visage. Une odeur de terre, de chair pourrie. « N'aie pas peur », chuchota-t-il. « Bientôt tu ne ressentiras plus rien. » Sa main se posa sur mon épaule. Et à cet instant, une brûlure intense me traversa. Quelque chose forait sous ma peau, de l'intérieur. Une invasion. Je criais, mais aucun son ne sortit. Le silence dévorait tout. Je voulus fermer les yeux, fuir mentalement. Mais non, il fallait voir. Car ce qui venait serait pire si je détournais le regard. Et alors, la cloche retentit encore. 3 fois. Lente, profonde, finale. La cloche résonna 3 fois, puis le silence. Un vide absolu, comme si tout s'était figé, sauf ma respiration saccadée. Mon torse semblait peser des tonnes, comme si une main invisible m'écrasait la poitrine et m'empêchait de respirer. Théo se tenait toujours devant moi, sa paume posée sur mon épaule, ses doigts longs et osseux s'enfonçant dans ma chair comme des racines mortes. Son sourire n'avait pas bougé, figé, mais ses yeux brillaient désormais d'un éclat grisâtre, comme des cendres incandescentes prêtes à s'éteindre. « C'est presque l'heure », murmura-t-il. « Il ne manque plus qu'un pas. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais le sol sous mes pieds se mit à trembler. Un grondement sourd monta des profondeurs, et je compris que la terre s'ouvrait lentement, fendant le cimetière d'une faille qui s'étendait toujours plus. L'odeur qui s'en échappait était insoutenable. La putréfaction, l'acier rouillé, l'humidité d'une tombe fraîchement ouverte, et quelque chose de plus ancien encore, quelque chose de primal. Je sentis que quelque chose me tirait vers le bas, irrésistiblement. Mes jambes s'enfonçaient dans une boue molle, comme si des dizaines de mains invisibles enserraient mes chevilles et mes mollets pour m'aspirer avec une force implacable. La panique s'empara de moi. Je me débattais de toutes mes forces, mais plus je luttais, plus la terre m'avalait rapidement. « Ne résiste pas, Étienne », souffla Théo. « Ce sera pire si tu luttes. » Alors je compris. Il avait subi la même chose. Lui aussi avait été entraîné sous terre, condamné à ce sort. Désormais, il faisait partie de ce cimetière, de ce cycle qui dévorait tous ceux qui franchissaient ce portail maudit. Et j'étais le suivant. Mes mains griffaient désespérément le sol, cherchant un appui. Je plantais mes doigts dans l'herbe et la pierre, mais tout se dérobait sous mes ongles, comme si le cimetière lui-même se moquait de ma résistance. Théo recula d'un pas. Il me regardait sans émotion. Son visage n'avait plus rien d'humain. C'était une coquille vide. Ainsi cela commence. Ainsi cela se termine, déclara-t-il d'une voix qui semblait porter l'écho de tous ceux qui avaient prononcé ces mots avant lui. Le froid m'envahit, alors que la terre me recouvrait jusqu'à la taille. La peau de mes bras se métamorphosa. Elle devint pâle, desséchée. Mes veines, noires, saillaient sous la surface, et mes doigts s'allongeaient lentement, prenant cette forme anormale que j'avais vue chez les autres créatures. Une douleur atroce traversa chacun de mes os, comme si on les remodelait de l'intérieur. « Tu fais désormais partie du cimetière », murmura la voix de Théo, résonnant de toutes parts, multiple. « Tu es l'un des nôtres. » Un dernier soubresaut m'enfonça jusqu'à la poitrine. Quand j'ai regardé mes mains une dernière fois, elles n'étaient déjà plus les miennes. Tout ce que j'avais été disparaissait. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis. Parfois, j'ai l'impression que ce ne sont que quelques minutes. D'autres fois, cela ressemble à des années. Mais je suis là, toujours là. Je ne suis plus Étienne, ou du moins, pas comme avant. Maintenant, je suis autre chose. Une présence, un gardien,
une ombre parmi tant d'autres, errant dans ce cimetière maudit. Je n'ai ni faim, ni soif, ni froid, mais j'éprouve ce besoin irrésistible de rester près du portail, à attendre. Ceux qui franchissent la grille ne savent pas que des yeux les observent dès qu'ils font le premier pas. Ce sont les mêmes yeux qui m'ont suivi. Le cycle continue. Chaque fois que j'entends la cloche sonner, je sais que c'est le signal. Quelqu'un de nouveau est entré. Un autre imbécile, comme moi, qui croyait qu'il pouvait relever un défi idiot, qui voulait prouver qu'il n'avait pas peur. Nous avons tous commencé ainsi. De là où je suis, je vois encore la chapelle brûlée, les arbres tordus qui semblent bouger dès qu'on détourne le regard. Le silence est aussi lourd qu'avant. L'air est épais, comme du goudron. Parfois, j'aperçois Théo. Ce n'est plus l'ami que j'ai connu. C'est l'un de ceux qui rôdent parmi les pierres tombales brisées, veillant, attendant, comme moi. Nos regards se croisent parfois, mais on ne se parle pas. On n'en a pas besoin. Nous savons ce que nous sommes et ce qui doit encore arriver. J'en ai vu d'autres venir. Des jeunes, des vieux, certains par bravade, d'autres par curiosité. Peu importe leur raison, ils finissent tous de la même manière. Le plus ironique, c'est que chacun croit pouvoir s'en sortir, qu'il a une chance d'échapper au cimetière avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils ne savent pas que dès l'instant où ils franchissent le portail, le cycle est enclenché. La cloche les marque. Et nous observons. Je me demande parfois s'il y a une façon de briser cette malédiction, si quelque chose pourrait me rendre ce que j'étais. Mais ces pensées ne durent jamais. La volonté s'efface avec le temps, comme la flamme d'une bougie qui s'éteint lentement. Maintenant, je comprends ce que Théo m'avait dit. C'est le cycle. Ici, personne ne s'en va. La dernière fois que la cloche a sonné, c'était par une nuit sans lune, exactement comme celle de mon histoire. Un garçon est entré, seul, tenant une lampe qui tremblait dans sa main. Je l'ai vu de loin. Il avançait lentement, son pas trahissant la même peur que j'avais ressentie. Je l'ai regardé traverser vers la chapelle et disparaître dans les ténèbres. Peu après, j'ai entendu le même cri que j'avais poussé, moi aussi cette nuit-là, et j'ai compris qu'il ne s'agissait que d'une question de temps. C'est toujours une question de temps. Alors, je reste là, j'attends, je regarde. Et chaque fois que la cloche retentit, nous savons qu'un autre arrive. On raconte qu'il existe des lieux où le temps n'a plus d'emprise, où les nuits ne finissent jamais, et où l'air reste figé dans un instant qui se répète à l'infini. Saint-Aubin-sur-Loire est un petit village, presque absent des cartes. Mais ceux qui vivent ici connaissent les règles qu'il ne faut jamais enfreindre. La première est simple. Ne traverse jamais la grille du cimetière de la Colline Noire après minuit. Mais tout le monde ne respecte pas cette règle. Je pense souvent à l'origine de tout cela. Au moment où quelqu'un, un jour, a brisé le silence et ouvert ce portail. Personne ne le sait. Tout ce que nous savons, c'est que le cycle se poursuit. Et le pire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour tenter de le défier. Cette nuit-là, le ciel était couvert. Pas d'étoiles, pas de lune. Une obscurité totale. Comme si le ciel s'était détourné pour ne pas voir ce qui allait arriver. L'air sentait la terre mouillée et l'orage, même s'il ne pleuvait pas. Un groupe de jeunes arriva au village. Ils venèrent de loin, cherchant des sensations fortes. Ils se disaient courageux, même si leur rire trahissait leur nervosité. L'un d'eux, Hugo, proposa ce qu'il prenait pour un simple jeu. Entrer dans le vieux cimetière et y rester au moins 15 minutes. Ce n'est rien du tout, lança-t-il, en allumant sa lampe et en regardant ses amis avec un sourire confiant. Ce ne sont que des histoires de vieux. Ses amis restèrent sur la route, à plusieurs mètres de l'entrée. Aucun ne voulut l'accompagner. Hugo traversa seul le sentier de terre, entre les buissons desséchés et les branches craquantes sous ses bottes. La grille en fer était entr'ouverte, comme toujours. Il la poussa de la main. Le grincement du métal rouillé résonna dans l'obscurité comme un cri étouffé. De l'autre côté, nous le regardions. J'étais là, avec Théo et tous les autres qui faisaient désormais partie du cimetière. Nous sentions sa présence, sa respiration rapide, le rythme affolé de son cœur. Nous savions qu'il avait franchi le seuil, que la cloche allait bientôt sonner. Hugo avançait lentement. La lampe tremblait dans sa main. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la sortie et le rapprochait de nous. À mesure qu'il progressait, les arbres semblaient refermer le chemin derrière lui. Il ne le voyait pas, mais il n'y avait déjà plus de retour possible. Lorsqu'il arriva devant la chapelle, il s'arrêta. Quelque chose le poussa à se retourner. Peut-être avait-il senti nos regards dans l'ombre. Et alors, la cloche sonna. Une fois. Grave.
profonde. Hugo déglutit. Il fit un pas en arrière, mais le sol craqua différemment, comme s'il se dérobait, et le son de sa respiration affolée nous parvint aussitôt. Ce qui arriva ensuite est difficile à expliquer. Certains disent que le temps s'arrête à ce moment-là, que peu importe la vitesse de ta course ou la force de ton cri, il est déjà trop tard. Je te l'avais dit au début, ne traverse jamais la grille du cimetière de la Colline Noire après minuit. Mais si un jour tu choisis d'ignorer cet avertissement, souviens-toi de ceci. Nous regardons toujours, et la cloche sonnera toujours de nouveau.